Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, vous êtes cette année encore très nombreux à avoir répondu à notre invitation. Et je le dis, je l'ai dit l'an passé, je le dis tous les ans, voir le hall du Centre Assas qui contribue à façonner l'image de notre université, aussi rempli que ce soir, et pour le président que je suis et tous ceux qui travaillent au fonctionnement de l'université, une très grande satisfaction. C'est à la fois, je crois, le signe du dynamisme de notre communauté, c'est aussi la marque d'une communauté unie, toujours fière de se rassembler et toujours, en tout cas, heureuse de se retrouver. Alors, ce discours de rentrée, il me permet tous les ans à la fois de faire le bilan de ce qui a été fait ces derniers mois, et puis surtout de tracer la feuille de route des prochains mois. Et cette feuille de route, ce discours, il intervient dans un contexte un peu particulier. L'université, dans toutes ses composantes, a été très mobilisée ces dernières années, et je crois qu'elle a même été plus que mobilisée ces derniers mois sur des dossiers très lourds. Et quand je dis mobilisée, ce n'est pas uniquement les professeurs, les maîtres de conférences, mais c'est aussi l'administration de l'université, parfois aussi les élus étudiants. Une université qui a été très mobilisée sur des dossiers très lourds, en particulier l'évaluation HCERS, et puis surtout la réflexion sur l'offre de formation, de licence et de master. L'université a été très mobilisée et je crois qu'elle va pouvoir, à partir de cette année, dans un contexte interne que je crois profondément stabilisé, apaisé, commencer à bénéficier d'une forme de retour sur investissement. Nous allons, je crois, collectivement, commencer à engranger les fruits des efforts partagés que nous avons consentis ces dernières années, que vous avez consentis ces dernières années. Notre université, je crois, est solide, prête, et même parfois impatiente, prête à affronter les défis qui s'ouvrent devant elle. Et je dois vous le dire avec une forme de gravité, cette solidité est, je crois, un très précieux actif dans le contexte général actuel, très incertain, dans lequel nous devons déployer nos activités. Nous nous sommes en effet préparés, méthodiquement, à pouvoir affronter l'avenir dans les meilleures conditions possibles, et l'avenir, je crois, pour nos universités en général, pour notre université en particulier, c'est un avenir qui va être compliqué. Le contexte général est très incertain, mais notre université est armée, forte et sereine. Le contexte général incertain, vous le connaissez, et il fait de cette rentrée universitaire une rentrée un peu périlleuse. Contexte national, naturellement, je n'y insiste pas, en dépit de la période de rassemblement, période d'apaisement que nous avons connue durant les périodes des Jeux Olympiques durant cet été. Le contexte politique actuel, inédit, instable, incertain. L'absence de gouvernement depuis plusieurs semaines qui nous prive, nous, à l'université, d'interlocuteurs pour arbitrer un certain nombre de dossiers, des dossiers qui prennent du retard, à l'exemple de l'évaluation HCERS en vue de notre sortie en grand établissement, des incertitudes budgétaires surtout, des incertitudes budgétaires liées à des questions sur la capacité de l'État et la volonté de l'État à continuer à financer l'enseignement supérieur et la recherche au niveau actuel, dans les mêmes conditions, pour continuer à porter les projets qui ont été lancés
Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de savoir si les projets qui ont été lancés et qui sont censés être financés vont pouvoir continuer à l'être. Je donnerai 2 exemples. La loi de programmation sur la recherche de 2022, qui est censée appeler à peu près 500 millions d'euros cette année, un abondement de 500 millions d'euros cette année. Que va devenir ce financement, avec une part importante de financement sur des mesures liées au personnel, en particulier, revalorisation du traitement des personnels? Il y a des incertitudes sur cette question-là. Des programmes particuliers portés par l'Agence nationale de la recherche, même chose. L'appel à manifestation d'intérêt sciences humaines et sociales, par exemple, va sans doute devoir réduire considérablement le financement. Ces incertitudes budgétaires, elles pèsent très lourdement sur notre capacité à nous projeter collectivement, les universités françaises, dans l'avenir. J'ajoute à cela que le contexte international que nous avons connu ces derniers mois et que nous connaissons à connaître, notamment le conflit au Moyen-Orient, a pesé aussi très lourdement sur l'image des universités, les débats, les blocages dans un certain nombre d'établissements, je pense en particulier à Sciences Po par exemple, qui ont lourdement pesé, c'est regrettable mais c'est comme ça, ce qui se passe à Sciences Po pèse lourdement sur l'image des universités, alors même que les universités ne connaissent pas la même situation. En tout cas, ça a pesé très lourdement sur l'image des universités, ça a pesé sur le débat sur la liberté d'expression et plus largement sur la liberté académique. Donc ce contexte national et international ne doit en aucun cas nous détourner de nos missions, ne doit en aucun cas nous détourner de notre rôle, de notre mission première. Je crois même que ce contexte difficile doit nous ramener à nos missions fondamentales et à notre raison d'être. Il faut toujours nous rappeler le rôle de l'université et de notre université Paris-Panthéon-Assas en particulier. Les universités, il faut le dire, par la diversité des publics qu'elles accueillent, par la transversalité des disciplines qu'elles enseignent, sur lesquelles elles conduisent des recherches, par le maillage territorial aussi précieux auquel elles participent, et nous participons aussi, grâce à notre centre de Melun, à ce maillage territorial. Les universités sont les mieux placées pour servir de relais entre les différentes strates de notre société, de la base au sommet. Elles doivent être en mesure de mettre ce lien au service de la stabilité de la société française. Nos universités, qui sont des lieux de savoir et de connaissance, doivent d'abord former un rempart solide, je le dis souvent, face à l'ignorance, dont se nourrissent les extrémismes d'où qu'ils viennent, et quelle que soit la forme sous laquelle ils s'expriment. Raymond Aron considérait que l'ignorance et la bêtise avaient souvent joué un rôle néfaste dans l'histoire. Eh bien, je crois que les universités, qui forment et transmettent, doivent être des instruments exigeants de lutte contre l'ignorance et la bêtise. Elles doivent, dans la neutralité, dans l'équilibre et la rationalité, former, expliquer, analyser et faire comprendre les grands enjeux du monde contemporain dans toutes leurs dimensions et leur complexité. Et en faisant cela, je crois que les universités participent sans concession à une forme d'apaisement par la connaissance de notre société, et elles permettent de juguler des théories complotistes négatives de la science qui nourrissent toutes les radicalités. Dans une société telle que celle que nous connaissons aujourd'hui, une société de l'immédiateté, où les responsables politiques sont de plus en plus accaparés par un quotidien toujours plus dense, les constructions idéologiques dépérissent. Dans une société dans laquelle les constructions idéologiques dépérissent, qui mieux que l'université, qui mieux que les universités peuvent incarner le dialogue et le débat. Dialogue et débat. Et au-delà, les universités doivent promouvoir, sans stigmatiser, en s'abstenant de prendre des positions politiques qui, quelles qu'elles soient et par construction, sont incomprises par une partie de nos communautés universitaires. Les universités doivent promouvoir les valeurs fondamentales de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité et toutes leurs déclinaisons
académique. En un mot, les universités sont des vecteurs de savoir et de connaissance. Elles sont les gardiennes intransigeantes de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et donc les universités, elles sont un puissant élément de stabilité dans une société chaotique qui, sans doute, de manière conjoncturelle, j'espère de manière conjoncturelle, laisse aujourd'hui trop de place aux idées et aux comportements extrêmes. Elles forment ainsi la pierre angulaire du rempart solide qu'il est urgent d'ériger collectivement contre les radicalités. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de jeunes arrivent sur les bancs de l'université, plusieurs milliers à l'université Paris-Panthéon-Assas. Ces jeunes passeront la majeure partie de leur temps, de jeunes adultes, et il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents ce soir, la majeure partie de leur temps dans leurs locaux. Et donc, ils percevront une part du monde, en grande partie à travers le filtre de l'université, à travers ce qui leur est expliqué à l'université. Et donc, il faut que nous soyons en mesure, nous, de les accompagner au mieux, en leur donnant les clés et les moyens de comprendre le monde complexe dans lequel ils déploieront à l'avenir leurs compétences. Alors, fort de ces missions essentielles, convaincu qu'il est nécessaire de ne jamais oublier quel est notre rôle fondamental, il nous faut aujourd'hui accompagner le développement intellectuel de nos étudiants. Et accompagner le développement intellectuel de nos étudiants, ça signifie avoir à l'esprit que nous sommes ici un des temples du savoir, un savoir évidemment au contact du réel, un savoir théorique. Il est extrêmement important de développer la culture générale des étudiants, qu'il s'agisse de la culture juridique générale, mais aussi de la culture économique pour les économistes. Bref, de développer cette culture transversale de nos étudiants, mais aussi une culture très au contact du réel. Et c'est ce que font aujourd'hui la plupart de nos masters, c'est ce que nous faisons dans le cadre des ateliers de professionnalisation, c'est ce que nous faisons au collège de droit, à l'école de droit également. Et puis un savoir aussi tourné vers l'avenir. Un savoir tourné vers l'avenir sans oublier les grands enjeux de nos sociétés, le numérique, par exemple, et la réflexion sur l'intelligence artificielle. L'Université Paris-Panthéon-Assas va prendre dans quelques semaines une initiative sur l'intelligence artificielle, par exemple, parce que les enjeux en termes d'enseignement supérieur, en particulier dans le secteur juridique, mais pas seulement, sont extrêmement importants. Les enjeux de l'environnement, évidemment, et il y a tout un questionnement, là encore, à avoir sur la manière dont nous initions nos étudiants aux enjeux environnementaux. Et puis, je croise aussi sur l'acculturation au débat et l'acculturation au débat apaisé qui est extrêmement important et à laquelle il faut habituer nos étudiants. Accompagner le développement intellectuel de nos étudiants, mais il faut aussi faire en sorte que la vie étudiante se déploie dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, les conditions de vie étudiante, développer le sport à l'université. Je crois qu'il y a aussi un débat actuellement sur l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour quel va être cet héritage pour les universités et pour l'enseignement supérieur en général. Est-ce que l'État va être capable de faire franchir à l'enseignement supérieur une étape importante dans ce domaine-là? La santé des étudiants, évidemment, le bien-être étudiant au sens large. Il faut que nos universités prennent en main ce débat-là et nous prennent en main cette mission-là, et nous l'avons fait ici à l'Université Paris-Panthéon-Assas, en refondant complètement notre service de santé étudiante, en révisant également notre offre de restauration auprès des étudiants. Les conditions d'études, bien évidemment, offrir des locaux agréables, en nombre suffisant aux étudiants, des amphithéâtres de qualité, équipés, la numérisation des centres de documentation et des salles de travaux dirigés, c'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu des projets qui ont été lancés ces dernières années et qui, comme je le disais tout à l'heure, arrivent aujourd'hui à maturité. Tout ce qui a été fait depuis maintenant 3 ans et demi, la création de l'établissement public expérimental dont nous allons sortir dans quelques mois, la refonte de nos systèmes d'information, tant les systèmes d'information de scolarité, apogée, que les systèmes d'information ressources humaines qui sont en cours actuellement. Le service de santé étudiant, je l'ai dit, la création de la fondation également, et puis surtout, ce qui a été fait au printemps dernier, c'est-à-dire la réforme, la révision de notre offre de formation en licence
et en master. Tout cela, ça a été des chantiers considérables. Des chantiers considérables qui ont été portés par toute la communauté de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Toute la communauté s'est mobilisée et a su faire face, a su prendre sa part aux efforts collectifs. Tous, je dois le dire, tous, professeurs, maîtres de conférences, chargés de travaux dirigés, enseignants, personnel administratif et technique, étudiants, tout le monde a compris l'importance des enjeux et tout le monde a accepté avec patience, discernement également, parfois après débat, a accepté de faire des efforts, d'avancer, de construire pour franchir les obstacles, et permettre à l'université d'avancer. Dans ce processus-là, dans cette démarche-là, évidemment, il y a deux groupes de collègues qui ont joué un rôle particulièrement important. Les vice-présidents de l'université, évidemment, qui, à mes côtés, chaque jour, accompagnent ces projets, participent à la réflexion de ces projets, et ils sont présents pour beaucoup d'entre eux. Ce soir, je voudrais à la fois les saluer et les remercier très chaleureusement pour tout le travail qu'ils font au service de toute la communauté. Et puis aussi les présidents de département que je voudrais remercier très chaleureusement parce qu'ils sont une courroie de transmission essentielle dans notre communauté pour faire remonter de l'information. Et quand je dis de l'information, c'est parfois des récriminations, mais c'est normal. Aussi pour expliquer aux collègues la nécessité d'un projet, les contraintes d'un projet, les contraintes de l'organisation de notre université. Bref, ils sont un rouage essentiel de notre organisation, spécifique d'ailleurs à l'université Paris-Panthéon-Assas. Et donc, je voudrais remercier très chaleureusement les présidents de département pour tout le travail qu'ils ont accompli. Et je voudrais dire, vous me le permettrez, un mot particulier pour l'une des présidentes ou ex-présidentes de département. Je pense à professeur Marie-Laure Coquelet, qui est là-bas, je l'aperçois, je ne suis pas complètement ébloui, qui est là-bas et qui a terminé ce matin même son mandat de présidente du département de droit privé et de sciences criminelles. Le professeur Coquelet s'est investi sans compter dans la mission qui lui avait été confiée par le département il y a 4 ans. Je peux en témoigner. Elle a réalisé un travail considérable et je voudrais saisir l'occasion de cette rentrée pour la remercier très chaleureusement et vous demander de l'applaudir. Et je voudrais évidemment, en saluant Marie-Laure Coquelet, saluer le nouveau président du département de droit privé et de sciences criminelles, le professeur Louis Davout, auquel évidemment je souhaite plein succès dans la nouvelle mission qui est la sienne, et en lui disant combien la présidence de l'université, dans toutes ses composantes, sait pouvoir compter sur lui, mais il sait aussi pouvoir compter sur nous pour essayer de résoudre, dans la mesure du possible, les difficultés qui pourraient s'élever. Ces 4 dernières années, j'ai pu mesurer combien la dimension humaine de notre communauté à l'université Paris-Panthéon-Assas était sans doute plus que dans d'autres universités. Et ce n'est pas une formule de le dire, je le constate quasiment chaque jour. Il y a à l'université Paris-Panthéon-Assas une dimension humaine qui est tout à fait importante. Et cette dimension humaine, c'est cette dimension humaine qui nous a permis de sortir d'une situation après la crise sanitaire qui était une situation très difficile, qui aurait même pu devenir très critique pour l'université compte tenu des retards d'un certain nombre de retards qui avaient été accumulés. Nous avons pu avancer, nous avons pu construire, nous avons pu réparer grâce à la contribution de tous les hommes et toutes les femmes qui forment notre communauté. Alors, on a fait des choses, mais la feuille de route reste encore bien fournie. Et il y a un certain nombre de chantiers qu'il faut mener encore pour avancer. Évidemment, la sortie d'expérimentation et la création du grand établissement. Nous sommes probablement très près du but. Nous avons toujours en tête l'échéance du 1er janvier 2025. Cela fait des années qu'il est question de la transformation de l'université en grand établissement et je crois que cette fois, nous sommes vraiment très, très proches du but. Nous prendrons le temps, une fois que le grand établissement sera créé, nous prendrons le temps d'expliquer,
Nous prendrons le temps d'échanges suffisants au sein des départements et de manière plus générale avec les personnels, avec les élus étudiants, pour voir ce que nous sommes capables et ce que nous voulons faire de ce grand établissement. De ce que nous voulons faire de ce grand établissement qui nous ouvre un certain nombre de possibilités, eh bien, il faudra que collectivement, nous puissions décider, évaluer ce que nous voulons faire du grand établissement dans notre offre de formation, en termes de recherche notamment. Je crois qu'il y a là un vrai projet collectif à mener et une vraie réflexion collective à mener. Je crois que c'est aussi ce qui va nous porter dans les mois et les semaines qui viennent. Dans quelques jours, au prochain conseil d'administration, vont par ailleurs être adoptés, je l'espère en tout cas, les statuts de ce qu'on appelle Assas Executive, qui est la filiale de l'université, qui va porter désormais nos activités de formation continue, une forme de transformation du centre de formation permanente. Là aussi, c'est une étape importante. Lorsque je disais tout à l'heure qu'il avait fallu préparer l'avenir aux défis difficiles qui nous attendent, la création de la filiale Assas Executive est un élément tout à fait crucial parce que ça va être une arme très forte qui va nous permettre, je l'espère, d'affronter, de générer de nouvelles ressources propres pour l'université, les ressources financières, il faut bien le dire, d'être encore plus arrimés au monde professionnel, puisque les professions sont très attentives et très impatientes de pouvoir aussi bénéficier de cette formation continue révisée. Bref, je crois que là, nous avons aussi un projet qui va emporter, je l'espère en tout cas, une partie de notre communauté. Il y a un point qui est important, c'est l'international, qui, ces dernières années, a retenu notre attention. Vous le savez, évidemment, le développement des campus internationaux sur lequel le conseil d'administration de l'université a été assez largement informé au printemps dernier. Et puis surtout notre intégration dans l'Alliance européenne ForEU+, qui est un événement important, qui est passé sans doute un peu trop sous silence, parce que pour l'université Paris-Panthéon-Assas, ça a été une étape essentielle franchie sur notre attractivité internationale et notre visibilité internationale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, je vais proposer au conseil d'administration, je l'ai proposé ce matin au comité social d'administration, de transformer complètement la direction des affaires internationales, et plus précisément d'ailleurs de remplacer la direction des affaires internationales par la direction de la stratégie et des partenariats internationaux, qui intégrera ForEU+, les campus internationaux, les invitations de professeurs, les chercheurs invités, bref, de faire de cette nouvelle direction, qui va être évidemment réorganisée, de faire de cette nouvelle direction la direction de la stratégie internationale de l'université, de déplacer en quelque sorte le centre de gravité de cette direction, de ce qui était aujourd'hui essentiellement la mobilité étudiante, vers une dimension beaucoup plus stratégique. Et donc là, nous faisons franchir à notre université, encore une fois, une nouvelle étape. Et puis enfin, et je terminerai par là, rassurez-vous, je ne vais pas être trop long, parce que je vois mes vice-présidents qui s'inquiètent beaucoup devant. Rassurez-vous, il y a l'immobilier. Il y a l'immobilier, et l'immobilier, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors, l'immobilier, nous avons, là encore, lancé des projets qui ont été extrêmement lourds à monter. Il y a derrière le nouveau bâtiment du 87 Notre-Dame-des-Champs, qui est le nouveau bâtiment que l'université a acquis il y a 2 ans et dont les travaux se sont achevés au courant de l'été, avec une réception du bâtiment la semaine dernière. Je crois même qu'il y a des enseignements qui ont commencé cette semaine. C'est un bâtiment que vous allez pouvoir visiter dans les jours qui viennent. Et puis il y aura évidemment une inauguration officielle dans quelques semaines. On hésite un peu à organiser cette inauguration maintenant, à peut-être la reporter un peu au printemps, comme ça permettra de bénéficier des espaces extérieurs qui sont très importants dans ce bâtiment-là. Mais ce n'est qu'une étape. Ce bâtiment, il est essentiel pour l'image de l'université, pour nous donner des marges de manœuvre aussi dans l'accueil de nos étudiants. Mais ce n'est qu'une étape et nous avons encore besoin de mètres carrés. Nous avons encore besoin de mètres carrés. Certains le savent, je martèle en permanence à l'État, au rectorat, ce besoin de mètres carrés. Je me bats sans relâche pour récupérer, ce serait une première étape, les 1500 mètres carrés qui nous sont dus à l'Institut de droit comparé. À l'Institut de droit comparé, nous avons
potentiel de 1500 m² qui est occupé par un autre établissement d'enseignement supérieur, que je ne citerai pas, et qui devrait être un bâtiment de l'université. J'ai bon espoir d'aboutir sur ce dossier-là, mais ça ne suffira pas. Et donc, il nous faut encore et encore aller chercher des mètres carrés supplémentaires pour pouvoir déployer nos activités. Nous avons fait cette année des simulations qui montrent que, faute d'un nouvel amphithéâtre de 500 places, voire de 2 amphithéâtres, nous ne pouvons plus ouvrir de nouveaux cours magistraux dans notre offre de formation. On a déjà des contraintes sur les travaux dirigés, mais même sur les cours magistraux, ça devient extrêmement compliqué. Donc, il nous faut des mètres carrés, et ça, je crois que c'est le chantier qui reste ouvert et sur lequel nous devons avoir des perspectives dans les mois qui viennent. En conclusion, je voudrais souligner une fois de plus la fierté qui est la mienne, évidemment, de présider une université aussi solide, une université aussi riche humainement, une université aussi dynamique que l'université Paris-Panthéon-Assas. Mais je voudrais surtout saluer, vous qui avez réussi ces dernières années, ces derniers mois, collectivement et avec volontarisme, à faire tout ce que nous avons fait et à accompagner tout ce qui a été réalisé. Je pense notamment aux services administratifs de l'université qui ont fait un travail considérable et je voudrais les remercier ici. Vous devez avoir conscience de ce que vous avez fait, de ce qui était assez exceptionnel, et il faut nous servir de cette confiance renouvelée pour construire l'avenir qui est incertain, je l'ai dit, mais pour construire cet avenir avec sérénité. C'est toute notre communauté qui doit être fière de ce qui a été fait, et je crois que nous pouvons tous, collectivement, être très fiers de notre université Paris-Panthéon-Assas. Merci beaucoup.